Le téléphone vibra une seule fois, mais ce fut suffisant pour bouleverser la vie d'Isabelle. Elle n'avait pas encore enfilé sa blouse de chirurgienne ce matin-là que l'écran afficha un message venant de sa mère. 4 phrases sèches, glaciales, écrites comme si elles concernaient un rendez-vous administratif. Nous avons besoin d'espace. Ne nous contacte plus. Pas d'explication, pas d'émotion. Juste une coupure nette, implacable, comme une sentence tombée sans appel. Isabelle resta figée, incapable de respirer. Elle relut encore et encore, croyant d'abord à une mauvaise blague. Mais non, le numéro, les mots, tout était réel. Ses mains tremblaient. Elle voulut répondre, demander pourquoi, supplier même. Mais quelque chose en elle s'arrêta net. Elle ouvrit les réseaux sociaux de sa mère, presque mécaniquement, comme on gratte une plaie qui saigne déjà, et là, le choc. Les photos apparaissaient une à une. Un salon décoré de fleurs, une grande table illuminée de chandeliers, des rires figés dans des clichés élégants. Au centre, sa mère rayonnait, un verre de champagne à la main, entourée de son père et de Sophie, sa sœur aînée. Toute la famille était là, sauf elle. Pire, sur la photo où sa mère soufflait les bougies, Sophie avait écrit en commentaire « Meilleur anniversaire » et avait même liké le message de rejet envoyé quelques heures plus tôt. Isabelle sentit son estomac se tordre. C'était donc ça. L'exclusion n'était pas une erreur, mais une décision planifiée, assumée, exhibée publiquement. Toute sa loyauté, ses sacrifices, ses années à couvrir les dettes familiales, effacées d'un simple clic. On venait de l'effacer comme on supprime une ligne inutile dans un document. Ses pensées se bousculaient. Comment avait-il osé? Elle qui avait payé les factures, entretenu la maison secondaire, financé même les caprices de Sophie. Elle qui rentrait chaque soir épuisée d'opérations de 12 heures pour découvrir que ses proches festoyaient sans elle. Ses yeux brûlaient, mais ce n'étaient pas des larmes. C'était une rage froide, contenue, prête à exploser. Elle tapa alors une seule réponse, compris, puis la posa comme un couperet. Pas de point d'interrogation, pas de justification. Juste un mot sec, comme une lame. Ce soir-là, dans son appartement encore éclairé par la lumière crue de son bureau, Isabelle prit une décision qu'elle n'avait jamais imaginée. Plus question d'attendre leur validation, plus question de se laisser consumer par l'espoir d'un regard bienveillant. Si sa famille voulait de l'espace, elle allait le leur donner. Mais pas l'espace qu'ils imaginaient. Non, elle allait leur offrir un vide plus brutal que leurs propres mots. Elle ouvrit son ordinateur, sortit les dossiers financiers qu'elle connaissait par cœur, et ses doigts se posèrent sur le clavier avec une détermination glaciale. Chaque chiffre, chaque compte, chaque transaction devint une arme silencieuse. Au loin, les bruits de la ville semblaient s'éteindre. Une seule idée résonnait désormais dans son esprit. Ils voulaient l'exclure. Ils allaient découvrir ce que signifiait vraiment être privé d'elle. Et ce qu'Isabelle s'apprêtait à faire n'aurait rien d'un simple silence. Bien avant ce message brutal, Isabelle avait déjà appris ce que signifiait être invisible. Petite fille, elle grandissait dans une maison où les rires semblaient toujours tourner autour d'une seule personne. Sa sœur aînée, Sophie. 3 ans de différence suffisaient à établir une hiérarchie implacable. Sophie brillait, même sans rien faire. Isabelle, elle, devait mériter chaque sourire, chaque regard, comme une faveur accordée par intermittence. Dès l'école primaire, les comparaisons étaient permanentes. Lorsque Sophie ramenait un dessin bâclé, ses parents l'accrochaient au mur du salon, comme si c'était une œuvre d'art. Quand Isabelle remportait un prix de science ou excellait en mathématiques, un simple « c'est bien » clôturait l'affaire. On lui disait souvent « toi, tu es la sérieuse ». Sophie, elle, a du charme. Comme si le charme valait plus que le travail. Comme si l'effort d'Isabelle n'était qu'une poussière. À l'adolescence, la fracture se creusa. Sophie recevait des cadeaux somptueux. Une voiture à 18 ans, des voyages lointains pour se découvrir, une garde-robe digne d'une starlette. Isabelle, elle, avait droit à des manuels scolaires achetés d'occasion et au reste des caprices de sa sœur. Lorsqu'elle osa demander pourquoi cette différence, son père éclata de rire. « Tu n'as pas besoin de ça, tu as ta tête. » Traduction. Ton intelligence paiera, mais pas notre affection. Elle se souvenait encore d'une scène gravée dans sa mémoire.
Un soir, lors d'un gala mondain, Sophie apparut dans une robe scintillante, financée par ses parents, sous les flashs des photographes locaux. Tout le monde s'extasiait. Isabelle, en robe simple qu'elle avait achetée elle-même après des mois de petits boulots, resta dans l'ombre. Sa mère lui chuchota même « Essaie au moins de sourire, tu gâches les photos ». À cet instant, Isabelle comprit que peu importe ses efforts, elle ne serait jamais la star de cette famille. Alors elle choisit une autre voie. Plutôt que de séduire, elle décida de surpasser. Elle s'enferma dans ses études, brillait dans chaque matière, jusqu'à devenir la meilleure de sa promotion. Mais chaque réussite académique creusait un peu plus la distance avec ses parents. Ils semblaient agacés par son sérieux, comme si son succès leur rappelait l'échec de Sophie à trouver une quelconque discipline. Et paradoxalement, au lieu de la féliciter, ils lui reprochaient d'être froide et ennuyeuse. Le pire étaient les dîners de famille. Isabelle tentait parfois de raconter une anecdote de son lycée ou un projet qu'elle menait, mais ses parents détournaient aussitôt la conversation pour parler de Sophie, son dernier coup de cœur, son idée folle d'ouvrir une galerie, ou même ses simples sorties avec des amis. La pièce entière vibrait pour Sophie, tandis qu'Isabelle disparaissait derrière ses notes et son silence. Cette injustice, répétée année après année, façonna une rage silencieuse. Isabelle comprit tôt que dans sa famille, l'amour était une monnaie rare, distribuée en fonction de caprices, jamais de mérite. Elle grandissait avec l'impression d'être étrangère dans sa propre maison, tolérée plutôt qu'aimée, et cette rage, enfouie depuis l'enfance, allait un jour exploser. À mesure qu'elle grandissait, Isabelle décida que si sa famille refusait de la voir, le monde extérieur lui n'aurait pas le choix. Elle se lança dans des études de médecine avec une détermination presque féroce, comme si chaque examen réussi était une gifle symbolique aux humiliations de son enfance. Les nuits blanches passaient sur ses manuels, les cadavres froids de l'anatomie, les odeurs d'hôpital. Tout cela devint son territoire de revanche. Pendant que Sophie dilapidait l'argent familial dans des voyages absurdes ou des cours de photographie vite abandonnés, Isabelle s'enfermait dans les bibliothèques universitaires. Elle ne sortait presque jamais, refusant même certaines fêtes étudiantes. Son mantra intérieur était simple. Un jour, ils n'auront plus d'autre choix que de me respecter. Chaque scalpel qu'elle tenait en stage, chaque diagnostic précis renforçait cette conviction. Et elle réussit. À 30 ans, elle portait le titre envié de chirurgienne dans un grand hôpital. Ses collègues l'admiraient, ses patients la remerciaient. Certains la considéraient comme une sauveuse. Mais paradoxalement, plus elle brillait dans son métier, plus son éclat semblait aveugler sa propre famille, qui se refusait à reconnaître son succès. Lorsqu'elle annonça à ses parents qu'elle venait de réaliser une opération de 12 heures pour reconstruire une colonne vertébrale, son père haussa simplement les épaules. Intéressant. Et ta sœur? Elle réfléchit à lancer un blog. Le contraste était si absurde qu'Isabelle en resta sans voix. Sa mère, elle, s'extasiait sur la créativité de Sophie. Alors que cette dernière ne produisait que des idées creuses, aussitôt abandonnées, Isabelle tentait de se convaincre que ce n'était pas grave, et que le travail finirait par parler de lui-même. Elle se plongea encore plus dans l'hôpital, acceptant toutes les gardes, multipliant les publications scientifiques, participant à des conférences. Son nom commençait à circuler dans le milieu médical. Mais dans sa maison familiale, ce nom était toujours synonyme de froideur, de distance. Un soir, épuisée après une intervention complexe, elle rentra et tomba sur une publication de sa mère. Sophie souriait dans un restaurant chic, entourée de verres de vin et d'amis insouciants. La légende disait « Tellement fière de ma fille ». Isabelle cliqua encore et encore, espérant trouver une phrase sur elle. Rien. Des dizaines de photos, des centaines de commentaires et pas une seule mention de ses efforts. Elle avait sauvé une vie ce jour-là. Mais sur l'écran, la star restait Sophie. Cette indifférence répétée commença à la consumer de l'intérieur. Elle se mit à rêver parfois d'un effondrement soudain. Et si sa famille se retrouvait un jour sans argent, sans luxe, sans distraction, aurait-il enfin besoin d'elle, pas de son argent mais d'elle? Ce fantasme resta enfoui, presque honteux. Pourtant,
Dans un coin sombre de son esprit, une idée prenait forme. Peut-être que pour être enfin vue, il faudrait qu'elle retire ce qu'elle avait toujours donné. Au milieu de cette hypocrisie familiale se dressait un symbole éclatant. La maison de vacances, une demeure au bord de la mer, 6 chambres immenses, une piscine turquoise, des terrasses en pierre claire baignées de soleil. Pour les voisins, c'était un château moderne, preuve incontestable du prestige des parents d'Isabelle. Mais la vérité, plus sordide, se cachait derrière les murs de verre et de marbre. C'était Isabelle qui payait presque tout. Chaque année, 60 000 € partaient de son compte pour entretenir ce gouffre financier. Elle réglait les taxes, l'assurance, les réparations. Quand la toiture s'était effondrée après d'une tempête, elle avait signé un chèque de 20 000 €, sans un merci. Quand la piscine avait dû être rénovée, encore 15 000 sortis de sa poche. Pendant ce temps, ses parents organisaient des réceptions étincelantes, se vantant auprès de leurs invités. Notre maison de bord de mer, un véritable paradis. Aucun mot sur leur fille, la véritable propriétaire invisible. Isabelle y allait rarement. Chaque fois qu'elle franchissait la porte, elle se sentait étrangère. Sa chambre était minuscule, reléguée au fond du couloir, tandis que Sophie disposait d'une suite avec balcon et vue directe sur l'océan. Sur les photos de famille prises au bord de la piscine, Isabelle n'apparaissait presque jamais. Sa mère disait « Tu fais toujours une tête fatiguée, ça gâche les clichés ». Alors elle disparaissait volontairement, laissant son argent meubler le décor pendant qu'elle-même devenait un fantôme. Les dîners organisés dans cette maison ressemblaient à des pièces de théâtre. Chandeliers allumés, nappes brodées, champagne qui coulait à flots. Son père, Charles, aimait se vanter. « J'ai travaillé dur pour offrir tout cela à ma famille. » Isabelle serrait les dents, consciente qu'il ne payait plus rien depuis des années. Les invités riaient, portaient des toasts, et Sophie brillait, racontant des anecdotes insignifiantes qui suscitaient pourtant des applaudissements. Parfois, Isabelle rêvait de se lever, de hurler la vérité. « C'est moi qui finance vos illusions. C'est mon salaire qui coule dans vos verres. » Mais elle se taisait, avalant sa colère comme un poison lent. Car au fond, elle espérait encore qu'un jour, l'un d'eux reconnaîtrait ses sacrifices. La reconnaissance ne vint jamais. Pire encore, ses parents commencèrent à considérer son argent comme un dû. Lorsqu'elle hésitait à régler une dépense, ils l'accusaient de manquer de générosité. Sophie allait jusqu'à soupirer devant elle. « Avec ce que tu gagnes, c'est ridicule de chipoter. » Comme si son travail acharné, ses nuits passées à l'hôpital, n'étaient rien d'autre qu'un guichet automatique ouvert 24 heures sur 24. Ce château de verre, avec ses façades étincelantes et ses soirées dorées, n'était qu'une prison déguisée, construite avec son argent et son silence. Et chaque brique, chaque carreau, chaque reflet du soleil lui rappelait la vérité. Elle n'était pas invitée à la fête, seulement à la facture. Ce soir-là, devant la mer qui reflétait la lumière froide de la lune, Isabelle eut une pensée glaçante. Si elle cessait de payer, tout cela s'effondrerait en poussière. Isabelle avait toujours aimé les chiffres. À l'hôpital, elle calculait les doses avec une précision chirurgicale. Mais jamais elle n'aurait imaginé que les nombres qui la hantent le plus ne seraient pas médicaux, mais financiers. Un soir, poussée par une curiosité douloureuse, elle ouvrit ses relevés bancaires et entreprit de dresser une liste. Ligne après ligne, le carnage apparut sous ses yeux. 60 000 € par an pour entretenir la maison de vacances, entre taxes, assurances et travaux imprévus. 60 000. Avec cette somme, elle aurait pu acheter un appartement pour elle seule. Puis vinrent les 30 000 supplémentaires pour les factures de ses parents. Électricité, eau, abonnements luxueux, tout ce qu'ils appelaient petites aides. Ajoutons 20 000 pour leur club privé, soirées mondaines et cotisations ridicules. Et Sophie, sa sœur, transformait chaque mois en gouffre financier. 7 000 € pour son loyer, sa voiture, ses dettes de carte bancaire. 5 000 pour ses urgences. En réalité, des voyages improvisés, des sacs griffés, des cours de yoga abandonnés en quelques semaines. Isabelle nota tout, le stylo tremblant. L'addition finale fit tourner sa tête. 155 000 €. En une seule année, 155 000. La somme équivalait au salaire brut d'un chirurgien débutant.
Elle travaillait sans relâche, nuits et week-ends, pour nourrir un gouffre qui ne disait jamais merci. Ses parents l'avaient transformée en mécène, malgré elle, un distributeur automatique au sourire obligatoire. Elle finançait leur façade sociale, leur style de vie prétentieux et la paresse dorée de Sophie. Et le plus cruel, c'était leur ingratitude. Quand elle réglait les factures, il ne disait pas merci. Il la félicitait vaguement. « Tu es tellement responsable ». Comme si être responsable signifiait sacrifier sa vie pour les autres. Pendant ce temps, Sophie recevait des éloges délirants pour avoir simplement publié une photo ou eu une idée sans lendemain. Plus Isabelle lisait les chiffres, plus elle sentait une rage froide lui parcourir les veines. Elle réalisa que chaque euro dépensé était une tentative désespérée d'acheter l'amour parental. Elle croyait qu'en payant plus, elle finirait par être vue, par obtenir un peu de reconnaissance. Mais les chiffres ne mentaient pas. Tout ce qu'elle avait gagné s'était volatilisé dans un gouffre d'indifférence et de mépris. Cette nuit-là, Isabelle comprit que l'équation n'avait pas de solution. Sa famille n'avait jamais voulu d'elle. Ils voulaient son argent, pas son cœur. Elle n'était pas leur fille, elle était leur caution. Et tant qu'elle continuait à payer, ils continueraient à la traiter comme un compte bancaire, avec un visage. Elle referma le carnet brutalement, ses yeux fixant les colonnes de chiffres. Une question la frappa de plein fouet, glaçante comme une lame. Combien de temps encore accepterait-elle d'être leur prisonnière financière? Et surtout, que se passerait-il si elle décidait, une fois pour toutes, d'arrêter de payer? Ce soir-là, Isabelle avait accepté l'invitation avec l'espoir naïf d'un répit. Pas de garde à l'hôpital, pas d'urgence médicale, seulement un dîner de famille, autour d'une table en acajou que sa mère astiquait comme si chaque repas devait rivaliser avec un banquet royal. Elle se disait qu'ils allaient peut-être, enfin, parler d'autre chose que d'argent. Mais elle savait déjà qu'elle se trompait. La maison brillait comme un décor de théâtre. Lustres étincelants, verres en cristal, nappes blanches parfaitement repassées. Isabelle prit place, face à son père et à Sophie, qui pianotait distraitement sur son téléphone, un sourire moqueur collé aux lèvres. Le repas commença calmement. Amuse-bouche, anecdotes mondaines, banalités feintes. Mais dès le plat principal, la véritable pièce s'ouvrit. Son père toussa, posa sa fourchette et la fixa d'un air grave. « Mais Isabelle, nous devons parler de la maison. La rénovation coûte plus que prévu. Il faudrait que tu ajoutes 20 000 euros. » Sa voix avait la froideur d'un notaire lisant une clause. Pas une demande, une exigence. Isabelle sentit son cœur accélérer. 20 000, encore. Elle avala sa salive et tenta de garder son calme. « Papa, je paie déjà 60 000 par an pour cette maison. Je couvre aussi vos factures et même les dettes de Sophie. Je ne peux pas continuer à ajouter sans fin. » Un silence pesant s'installa, immédiatement brisé par la voix de sa mère. « Un babysit, c'est pour la famille, Isabelle. Tu gagnes si bien ta vie. C'est normal que tu partages. » Puis Sophie releva enfin la tête de son écran, un sourire insolent. « Oui, enfin, ce n'est que 20 000. Qu'est-ce que ça change pour toi ?» La colère monta, mais Isabelle n'eut pas le temps de répondre. Sophie se pencha vers elle, les yeux brillants d'excitation. « D'ailleurs, j'ai une grande idée. J'ouvre une boutique de luxe. Il me faudrait 50 000 pour démarrer. » Elle prononça ces mots comme si c'était une évidence, comme si la somme pouvait être trouvée au fond d'un tiroir. Isabelle la regarda, stupéfaite. 50 000 pour une boutique? Tu n'as aucune expérience, aucune préparation. C'est un gouffre assuré. Sophie se redressa brusquement, rouge de rage. Tu ne crois jamais en moi. Tu veux juste m'écraser parce que je suis créative, et toi, tu n'es qu'une froide chirurgienne. La mère d'Isabelle prit aussitôt parti. Comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Elle essaie de construire quelque chose, et toi tu refuses de l'aider. Tu as toujours été jalouse? Ce mot encore, jalouse, comme un venin répété toute sa vie. Le père claqua sa main sur la table. Ne parle pas sur ce ton, Isabelle. Apprendre de ta sœur, l'absurdité la frappa de plein fouet. Apprendre de Sophie, la reine de l'échec permanent? Elle se leva, tremblante, ses yeux lançant des éclairs. Dans un souffle glacé, elle lâcha. « Je ne financerai jamais cette folie. » Et à cet instant, elle sut que cette phrase allait déclencher une guerre dont personne ne sortirait indemne.
La phrase résonnait encore dans l'air, plus violente qu'un coup porté au visage. « Tu as toujours été jalouse de ta sœur !» Ces mots, crachés par sa mère avec un mépris glacial, frappèrent Isabelle au cœur. Pendant un instant, elle crut que le sol s'était ouvert sous ses pieds. Jalouse, était-ce vraiment ainsi qu'il l'avait toujours perçue? Non comme une fille dévouée, non comme une femme qui avait sacrifié sa jeunesse dans les salles d'opération, mais comme une rivale amère d'une sœur incapable de tenir un emploi plus d'un mois. Isabelle resta debout, la respiration saccadée, le visage en feu. Elle revoyait en accéléré chaque humiliation, chaque moment où ses efforts avaient été minimisés au profit des caprices de Sophie. Et maintenant, tout prenait sens. Il n'avait jamais vu en elle la sauveuse, la protectrice, la main tendue. Il n'avait vu qu'une menace, une preuve vivante que leur enfant adoré n'était rien. « Jalouse », répéta-t-elle, la voix étranglée. « Jalouse d'une femme de 35 ans qui ne paie pas son loyer. Jalouse d'une enfant gâtée que je nourris depuis 10 ans. » Ces mots claquèrent comme des gifles, mais personne ne broncha. Son père détournait le regard, sa mère croisait les bras, Sophie souriait d'un air triomphant. Le silence pesa lourd, étouffant, avant que Sophie ne relance la provocation. Tu sais ce qui t'énerve vraiment? C'est que moi, je vis. Toi, tu n'as que ton travail. Tu es ennuyeuse, glaciale, incapable de plaire à qui que ce soit. » La salle sembla rétrécir autour d'Isabelle. Elle sentait son pouls battre dans ses tempes. Elle aurait voulu crier, renverser la table, tout briser, mais elle resta figée, la colère transformée en une étrange lucidité. Dans ce moment suspendu, elle comprit enfin l'ampleur de l'illusion. Elle n'était pas assise à une table familiale. Elle était face à ses créanciers. Chaque regard posé sur elle n'était pas un regard d'amour, mais de calcul. Combien pouvait-elle encore donner? Combien restait-il sur son compte? La morsure de la phrase « jalouse » resta gravée dans sa chair. C'était une gifle invisible, mais plus douloureuse que toutes les insultes qu'elle avait encaissées jusque-là. Car elle venait confirmer ce qu'elle redoutait depuis toujours. Aux yeux de ses parents, elle ne serait jamais autre chose qu'un problème, une anomalie à contenir. Elle s'assit lentement, incapable de finir son assiette. Le repas continua comme si de rien n'était. Sa mère se remit à parler décoration. Son père évoqua un projet de rénovation. Sophie pianota de nouveau sur son téléphone. Isabelle, elle, s'effaçait déjà dans le décor, transformée en spectatrice d'une mascarade. Mais sous cette façade de contrôle, une tempête se préparait. Car cette gifle invisible, loin de la briser, venait de semer en elle une certitude glaciale. S'ils ne voyaient en elle qu'une rivale, elle allait leur montrer ce qu'une rivale pouvait réellement faire. Quelques jours après ce dîner empoisonné, Isabelle ouvrit machinalement son téléphone, en rentrant d'une garde éreintante. Ses yeux brûlaient de fatigue, ses mains portaient encore l'odeur métallique du sang et de l'antiseptique. Tout ce qu'elle voulait, c'était dormir. Mais une notification surgit sur l'écran, la happant dans une nouvelle descente aux enfers. Sur le compte de sa mère, des dizaines de photos venaient d'être publiées. Un anniversaire flamboyant dans une salle louée pour l'occasion. Nappes dorées, musiciens en arrière-plan, un gâteau gigantesque au centre. Isabelle fixa l'image, incrédule. C'était l'anniversaire de sa mère. Et elle n'avait même pas été prévenue. Pas une invitation, pas un mot, rien. Elle n'existait plus. Pire encore, Sophie s'était assurée de marquer le coup. En commentaire, elle avait écrit « La meilleure soirée de l'année. Rien n'égale notre famille. » Et ce mot « famille » brûla Isabelle comme une lame chauffée à blanc. Car manifestement, elle n'en faisait plus partie. Sa sœur avait même ajouté une série de photos où elle posait bras dessus, bras dessous, avec leurs parents, trinquant sous les flashs des convives. Tout le monde riait, tout le monde célébrait, et l'absence d'Isabelle était comme une ombre volontaire, un trou béant dans le tableau. Elle continua à faire défiler les images. Sa mère souriait, son père levait un verre, Sophie rayonnait comme une star. Chacun des clichés semblait crier au monde entier « Nous sommes heureux sans elle ». Isabelle sentit une vague de nausée l'envahir. Elle réalisa que cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'exclusion intime. C'était une trahison publique. Ils avaient effacé son existence devant témoins, devant amis, devant voisins. Les commentaires ajoutaient du sel à la plaie.
Quelle belle famille, écrivait l'un. Sophie est magnifique, vous devez être si fière, disait un autre. Pas un mot sur Isabelle. Personne ne demandait où elle était. Personne ne remarquait son absence. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Isabelle eut un vertige. Elle comprit que ses parents et sa sœur ne se contentaient plus de l'exploiter. Ils avaient choisi de la rayer. Son argent avait servi à financer des années de fêtes, mais son nom devait disparaître des récits officiels. On lui refusait désormais jusqu'au droit d'être mentionné. Elle pensa un instant à commenter, à briser l'illusion par une phrase assassine, heureuse d'avoir payé vos dettes pour que vous fêtiez sans moi. Mais elle s'arrêta. Leur monde, vitrifié dans ces images, n'était qu'un décor fragile. Et elle savait désormais que ce décor ne tenait debout que grâce à elle. Le cœur battant, Isabelle rangea son téléphone. Ses doigts tremblaient, mais pas de douleur, de puissance. Car à cet instant, une idée sombre prit racine. Si sa famille voulait l'effacer publiquement, alors elle les effacerait réellement. Là où ça fait le plus mal, dans leurs comptes, dans leur train de vie, dans chaque luxe qui les faisait exister. Et ce plan, une fois lancé, serait irréversible. La nuit était tombée sur la ville, silencieuse, presque étouffante. Dans son appartement aux murs nus, Isabelle fixait son écran d'ordinateur. Les mots, les images du festin familial, la phrase « Tu as toujours été jalouse » résonnait encore en elle. Chaque souvenir brûlait comme une cicatrice fraîche. Elle avait pleuré en silence, rage contre oreiller, mais maintenant plus de larmes. À minuit pile, ce n'était plus la douleur qui parlait, c'était une résolution glaciale. Ses doigts se posèrent sur le clavier avec la précision d'un scalpel. Elle ouvrit le dossier du trust familial, celui qu'elle gérait depuis ses 20 ans. Son père, incapable de tenir ses comptes, lui avait confié cette responsabilité comme on jette un fardeau à quelqu'un d'assez solide pour ne pas s'effondrer. Isabelle n'était pas seulement solide, elle était méthodique. Et ce soir-là, elle allait s'en servir pour briser leur dépendance. Premier clic, gel du trust. Plus aucun transfert possible sans son autorisation. Elle relut la confirmation 3 fois avant de valider. Une ligne verte apparut. Compte verrouillé. Elle inspira profondément. Pour la première fois, le pouvoir changeait de main. Deuxième étape, la maison de vacances. Son avocat l'avait prévenue, elle détenait une part légale. Elle pouvait la vendre. Elle rédigea l'autorisation, envoya les documents par mail à l'agence immobilière. Valeur estimée, 200 000 €. Cette somme reviendrait à elle, et rien qu'à elle. Le symbole même de son asservissement se transformait en monnaie d'indépendance. Troisième mouvement, couper les transferts automatiques. Elle ouvrit son application bancaire et parcourut la liste interminable de virements. Loyer de Sophie, abonnements divers, dettes réglées chaque mois. Elle appuya sur « Annuler ». Un par un, clic, clic, clic. Chaque clic était un coup de ciseau tranchant un fil invisible qui l'avait maintenue prisonnière pendant des années. Son cœur battait fort, pas de peur, mais d'excitation. Elle n'était plus la fille docile, celle qui disait toujours oui. Elle devenait stratège, chirurgienne de sa propre liberté. À mesure que les opérations se validaient, une sensation étrange l'envahit. Elle n'était pas seulement en train de récupérer son argent, elle reprenait sa dignité, son existence. Ses parents l'avaient effacée des photos. Sophie l'avait humiliée en public. Mais dans l'ombre, à minuit, Isabelle écrivait leur chute. Elle referma son ordinateur à 2 heures du matin. Dans le silence, son téléphone vibra déjà. Des appels manqués, des messages de Sophie exigeant de l'argent pour un soi-disant loyer urgent. Elle éteignit l'appareil. Qu'ils hurlent, qu'ils pleurent, qu'ils paniquent. Elle dormirait enfin. Avant de fermer les yeux, une pensée glaça son esprit, mais la fit sourire pour la première fois depuis des années. Il n'avait encore rien vu, car la vraie guerre ne faisait que commencer. À 4h25 du matin, le téléphone d'Isabelle vibra comme un animal enragé. En moins d'1 heure, 36 appels manqués s'affichaient déjà. Le nom de son père revenait en boucle, entrecoupé de celui de sa mère, puis de Sophie. Les notifications se superposaient. Un bombardement numérique prêt à faire exploser son écran. Isabelle, pourtant, resta immobile, observant la tempête avec un calme étrange. Les premiers messages vocaux arrivèrent aussitôt.
Son père, la voix chargée de colère, tonnait. « Qu'est-ce que tu as fait? Remets tout en place immédiatement. Tu n'as pas idée des conséquences. » Sa mère, elle, adoptait un ton doucereux, presque mielleux. « Isabelle, ma chérie, nous sommes une famille. On peut en parler, mais ne sois pas si impulsive. » Puis venait Sophie, venimeuse, égoïste. « Tu es en train de ruiner nos vies juste pour te venger. Tu es pathétique. » Chaque mot la frappait comme une confirmation de ce qu'elle savait déjà. Il ne la voyait pas comme une fille, mais comme une ressource qu'on menace, qu'on culpabilise, qu'on presse jusqu'à la dernière goutte. Isabelle écouta 2 messages, puis coupa le son. Plus besoin d'entendre leurs mensonges. Sur les réseaux sociaux, la vague prit une tournure plus violente encore. Sophie publia un long texte, théâtral, où elle accusait Isabelle d'avoir trahi sa propre famille par cupidité. Les commentaires affluaient. Quelle honte! Ceci, on ne fait pas ça à ses parents. Des amis de Sophie, ignorant de la vérité, se joignirent au lynchage. Isabelle vit son nom tagué, son métier réduit à une caricature, une chirurgienne froide, qui préfère l'argent à l'amour. La rage monta, mais elle refusa de répondre. Répondre, c'était jouer leur jeu. Au lieu de cela, elle prit des captures d'écran, les rangea méthodiquement dans un dossier intitulé « Preuves ». Preuve de leur manipulation, preuve de leur hypocrisie. Si un jour elle devait exposer la vérité, elle serait prête. Les appels reprirent, frénétiques, cette fois ponctués de menaces. « Tu vas regretter, Isabelle », il lança son père dans un message sec. « Tu crois pouvoir survivre seul? Tu nous dois tout. Ce tu nous dois tout. » Résonna en elle comme un aveu. Oui, il pensait l'avoir acheté dès sa naissance. Mais elle savait maintenant que c'était faux. Elle ne leur devait rien. Isabelle resta assise dans le noir, son téléphone vibrant encore dans sa main. Elle sentait le poids de leur panique, leur peur de voir leur château de verre s'écrouler. Et pour la première fois, elle savoura cette peur. C'était eux maintenant qui tremblaient, mais au fond, elle savait que ce n'était qu'un début. Si leur haine venait de naître, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour la récupérer ou la détruire? Leur chute commença en silence, presque imperceptible, comme une fissure dans un mur qu'on croit solide. Mais rapidement, les craquements se transformèrent en fracas. Privés de la manne d'Isabelle, ses parents se retrouvèrent face à la réalité qu'ils avaient toujours refusé de voir. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, et suspendus dans un luxe artificiel qui reposait intégralement sur le travail d'autrui. Le premier signe arriva avec la maison de vacances. Les factures, laissées en suspens, s'accumulèrent jusqu'à devenir insurmontables. Charles, le père, tenta de convaincre ses connaissances qu'il avait choisi de vendre pour diversifier ses investissements. Mais personne n'était dupe. Le bruit courut vite dans leur cercle mondain. L'empire des rois s'effritait. Quand la propriété fut mise en vente, les voisins chuchotèrent, amusés par cette décadence soudaine. Le château de verre, autrefois symbole de prestige, devint la preuve éclatante de leur dépendance. La deuxième humiliation fut la voiture. Charles, habitué à parader dans une berline dernier cri, dut se résoudre à vendre son modèle flambant neuf. Il le remplaça par un véhicule d'occasion, banal, presque modeste. Lui qui aimait se garer devant les restaurants chics pour que tout le monde le voie sortir, évitait désormais les regards. Les mêmes amis qui l'applaudissaient hier l'évitaient aujourd'hui, comme on évite un roi déchu. Sa mère, Carole, connut une chute encore plus cruelle. Elle qui se vantait d'organiser des soirées somptueuses, vit ses invitations décliner. Les fournisseurs n'étaient plus payés, les contacts haut placés prirent leur distance. Les photos brillantes disparurent de ses réseaux sociaux, remplacées par un silence gêné. La femme qui se nourrissait des regards admiratifs se retrouva isolée, rabaissée au rang de spectatrice impuissante de sa propre ruine. Mais le plus cruel fut le rejet de leur propre cercle social. Les clubs privés où ils aimaient flamber fermèrent leurs portes. Les cotisations n'étaient plus réglées. Les anciens amis se mirent à parler d'eux comme d'un exemple à ne pas suivre. En quelques semaines, ils passèrent du statut de figure respectée à celui de parias endetté. Isabelle observait tout cela de loin. Elle ne souriait pas, elle ne se réjouissait pas. Mais elle ressentait une étrange satisfaction glaciale.
Chaque perte, chaque humiliation confirmait la vérité qu'ils avaient toujours niée. Sans elle, ils n'étaient rien. Elle n'avait pas eu besoin de crier, ni de se venger bruyamment. Leur chute était mathématique, inévitable, conséquence directe de leur arrogance. Et pourtant, au milieu de cette déchéance, un détail la troubla. Sa sœur Sophie, autrefois reine des caprices, semblait s'adapter. Forcée par nécessité, elle avait trouvé un emploi dans une boutique de vêtements. Un poste modeste, loin du faste auquel elle était habituée. Mais contre toute attente, elle tenait le coup. Isabelle apprit, par une connaissance commune, que Sophie travaillait 40 heures par semaine, pliant des vêtements, encaissant des clients. Cette vision brouilla les certitudes d'Isabelle. Était-ce possible que Sophie, poussée au pied du mur, découvre enfin une forme de responsabilité ? Était-ce elle, Isabelle, qui avait involontairement retardé cette évolution en finançant ses caprices? La question s'imposa comme une gifle. En sauvant toujours les autres, n'avait-elle pas condamné sa sœur à l'infantilisme éternel? Mais cette interrogation n'effaçait pas le reste. Ses parents, eux, continuaient à s'enfoncer. Les appels désespérés reprirent, cette fois avec une tonalité nouvelle, la supplication. « Isabelle, aide-nous, nous avons tout perdu. » Elle lut ces messages sans répondre. Chaque mot transpirait l'hypocrisie. Il ne l'avait jamais vue comme une fille, seulement comme un portefeuille. Et maintenant qu'il suffoquait, il voulait de nouveau sa main pour les tirer du gouffre. Assise devant son écran, Isabelle resta immobile, glacée par une pensée sombre. Leur chute ne faisait que commencer, et elle se demandait jusqu'où ils seraient capables de descendre pour récupérer ce qu'ils avaient perdu. Car si des rois tombent, ils n'acceptent jamais de rester à terre. Sophie avait toujours été l'enfant chéri, celle qu'on excusait, qu'on sauvait, qu'on encensait pour des riens. Mais sans l'argent d'Isabelle, le conte de fées s'effondra brutalement. Pour la première fois de sa vie, elle dut se confronter au monde réel, celui qui ne pardonne ni la paresse ni les caprices. Sa descente commença par un détail apparemment anodin, l'impossibilité de régler son loyer. L'agence immobilière ne voulut rien entendre, et en quelques semaines, elle reçut un avis d'expulsion. Ses parents, déjà étranglés par leurs propres dettes, ne purent pas intervenir. Alors Sophie, la fille aux robes griffées, se retrouva contrainte d'accepter un emploi dans une boutique de vêtements du centre-ville. Une boutique banale, sans prestige, où l'odeur du parfum bon marché se mélangeait à celle du tissu synthétique. Elle, qui avait l'habitude de parader dans des soirées étincelantes, portait désormais un badge avec son prénom écrit en lettres banales, Sophie. Les premiers jours furent un supplice. Ses collègues, jeunes étudiantes ou mères célibataires, la regardaient avec une curiosité amusée. Certaines connaissaient son nom, l'avaient vue autrefois sur les réseaux sociaux, entourée de champagne et de sourires factices. La voir maintenant plier des jeans et courir après des clients qui la méprisaient avait quelque chose de savoureux pour elle. Sophie le sentait, chaque ricanement discret, chaque regard complice lui rappelait sa chute. Les clients non plus n'étaient pas tendres. Habituée à être servie, elle découvrit l'arrogance de ceux qui claquent des doigts pour exiger une taille différente. L'humiliation de devoir dire « je vais vérifier en réserve ». Et puis revenir les mains vides. Un soir, une adolescente lui lança « Vous étiez pas la fille qui postait ses vacances en yacht. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le rouge monta sur ses joues et pour la première fois, Sophie n'eut aucune réponse. Elle commença à rentrer épuisée. Ses mains douloureuses à force de manipuler des cintres, son dos courbé par les heures debout. La paresse qui jadis était un luxe devint un poids qu'elle ne pouvait plus se permettre. Et pourtant, malgré l'humiliation, quelque chose changeait en elle. Elle découvrait ce qu'Isabelle avait toujours connu. Le prix du travail, la fatigue réelle, le salaire qui se gagne à la sueur du front. Mais au lieu d'y trouver une leçon d'humilité, Sophie transforma cette expérience en rancune. Elle accusa Isabelle. Dans ses messages venimeux, elle répétait « Tu voulais me voir souffrir. Tu m'as condamné à cette vie minable. » Elle refusait de reconnaître sa propre responsabilité, préférant faire d'Isabelle le bourreau de son histoire. Chaque soir, après sa journée de vente, elle se connectait encore au réseau pour poster des pics déguisés, des sous-entendus contre sa sœur, espérant rallier des gens à sa cause. Isabelle, de son côté, observait en silence.
Elle aurait pu se réjouir de voir Sophie confrontée au réel, mais ce qu'elle ressentait était plus complexe. C'était une satisfaction froide, oui, mais aussi une douleur étrange, celle de réaliser que peut-être elle avait entretenu cette dépendance pendant trop longtemps. Si elle avait coupé plus tôt, Sophie aurait-elle appris à grandir avant de s'effondrer ainsi? Pourtant, une vérité restait implacable. Sophie n'avait pas changé dans le fond. Elle travaillait par nécessité, pas par conviction. Et derrière le comptoir, sous le maquillage maladroit qu'elle continuait à porter, elle restait persuadée qu'un miracle allait surgir, qu'Isabelle finirait par céder et rouvrir le robinet de l'argent. Un soir, après une journée particulièrement pénible, Sophie envoya un message à Isabelle. « J'espère que tu es heureuse, parce que moi je prépare ma revanche. » Isabelle lut ces mots, glacée. Ce n'était pas une plainte, c'était une menace. Isabelle croyait avoir enterré certains souvenirs. Mais à mesure que les appels désespérés de ses parents et les menaces de Sophie s'accumulaient, ces images d'autrefois remontaient à la surface, brutales, comme des fantômes décidés à la hanter. Elle revit, avec une clarté troublante, la première fois où elle avait osé demander de l'aide. Elle avait 22 ans, encore interne, surchargée de gardes mal payés. Sa vieille voiture, rouillée jusqu'à la carcasse, avait rendu l'âme. Elle n'avait pas d'économie, pas encore. Tremblante, honteuse, elle avait appelé son père pour demander un petit prêt, 3 000 €, juste pour acheter une occasion et pouvoir continuer ses trajets vers l'hôpital. Charles avait hésité, soupiré, parlé de comptes serrés, avant de promettre de réfléchir. Le mois suivant, Sophie reçut une voiture neuve comme cadeau pour fêter son projet artistique. Isabelle avait avalé l'humiliation, mais ce souvenir la frappa maintenant comme une gifle qu'elle n'avait jamais digérée. D'autres scènes suivirent. Elle se revit adolescente, trimant comme serveuse l'été pour acheter ses manuels scolaires, pendant que Sophie recevait un chèque mensuel pour ses dépenses personnelles. Elle se rappela ce Noël où, après avoir brillamment réussi un concours de médecine, elle avait offert à ses parents un cadeau symbolique acheté avec ses économies. Ils l'avaient à peine regardé, trop occupés à applaudir la nouvelle robe de Sophie. Chaque détail, chaque sourire effacé, chaque regard détourné se transformait aujourd'hui en preuve accablante. Elle comprit alors que rien n'avait jamais changé. Son rôle avait été écrit dès l'enfance, celle qui se débrouille seule, qui réussit malgré tout, et qu'on exploite ensuite pour entretenir l'illusion d'une famille parfaite. Le piège était ancien, presque héréditaire. Ses parents ne voulaient pas d'une fille autonome. Ils voulaient un pilier sacrificiel, et Isabelle, aveuglée par son besoin d'amour, avait accepté ce rôle. Elle avait signé des chèques, couvert des dettes, financé des rêves ridicules. Elle avait cru acheter une reconnaissance qui n'était jamais venue. Elle réalisa, horrifiée, qu'elle avait été complice de sa propre invisibilité. Mais en revisitant ces fantômes, quelque chose changea en elle. Elle ne ressentait plus seulement de la douleur. Elle ressentait une colère ancienne, profonde, qui s'ancrait désormais dans une certitude nouvelle. Tout cela n'était pas un accident, mais un système. Un système qu'elle avait brisé en une nuit et qu'il tentait désespérément de reconstruire. Ses parents, eux, continuaient leurs appels théâtraux. Son père lui lança un soir « Tu es en train de détruire notre famille ». Isabelle pensa aussitôt « Non, vous l'avez détruite il y a longtemps, la nuit où vous m'avez laissé sur le trottoir avec ma voiture cassée ». Sa mère, plus habile, tenta de la manipuler avec des mots doux « Nous avons toujours fait de notre mieux pour toi ». Elle éclata d'un rire amer. Leur mieux avait été un luxe pour Sophie et un oubli pour elle. Ses souvenirs réveillés ne la fragilisaient plus. Ils l'armaient. Chaque humiliation passée devenait un carburant, chaque souvenir une preuve irréfutable qu'elle avait eu raison de couper les ponts. Mais une inquiétude sourde subsistait, car si le passé l'avait façonnée en victime docile, le présent semblait vouloir la transformer en bourreau. Et Isabelle se surprit à se demander jusqu'où elle était prête à aller pour que ces fantômes se taisent enfin. Le silence. Ce mot, autrefois synonyme d'angoisse et de solitude pour Isabelle, devint soudain son arme la plus puissante. Elle qui avait toujours répondu, toujours justifié, toujours accourue au moindre appel familial, décida cette fois de ne plus rien dire.
Et ce silence, loin d'être un vide, devint une torture pour ceux qui l'avaient exploité. Les premiers jours, son téléphone vibrait sans relâche. Messages, appels, mails, même des lettres laissées devant sa porte. Charles l'implorait le matin, la menaçait le soir. Carole alternait entre supplications maternelles et accusations venimeuses. Sophie, elle, passait du registre théâtral au registre cruel. « Tu es une lâche. Tu n'es rien sans nous. » Isabelle lisait parfois les premières lignes, puis fermait aussitôt l'écran, savourant leur impuissance. Car ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que l'absence de réponse les détruisait plus qu'une confrontation. Habitués à la voir réagir, négocier, céder, ils découvraient une nouvelle Isabelle, inébranlable, muette, inaccessible. Et cette absence, ce mur invisible, les rendait fous. Chaque silence était comme un miroir tendu. Ils n'y voyaient plus qu'eux-mêmes, leurs dettes, leur vide. Un soir, alors qu'elle revenait d'une longue garde, elle trouva Sophie assise devant son immeuble. Les yeux maquillés pour masquer les cernes, un manteau trop léger pour le froid. Isabelle la regarda, mais ne dit rien. Sophie se leva précipitamment. « Tu me fais honte, Isabelle. Tu laisses ta propre sœur mendier. » Elle tendit la main comme pour réclamer une aumône. Isabelle passa devant elle sans un mot, ouvrit la porte d'entrée et disparut dans l'escalier. Ce fut peut-être le geste le plus violent qu'elle eût jamais posé, car ce silence n'était pas indifférence, c'était un verdict. Et Sophie le sentit. Elle resta sur le trottoir, hurlant des insultes qui résonnaient dans la rue déserte, mais rien ne traversa le mur qu'Isabelle avait érigé. Les parents, eux, redoublèrent de créativité. Ils envoyèrent des proches, des connaissances, même un prêtre de leur paroisse, tous chargés de convaincre Isabelle de pardonner. Mais chaque fois, elle se contentait d'un sourire glacé « Je n'ai rien à dire ». Le message passait. L'ancienne Isabelle, la fille docile, n'existait plus. Étrangement, plus le silence durait, plus elle retrouvait la paix. Les nuits, autrefois peuplées de cauchemars et de souvenirs empoisonnés, devenaient enfin calmes. Elle redécouvrait le plaisir des petits rituels. Un café matinal, un livre avant de dormir, un jogging au lever du soleil. Tout ce qui avait été étouffé par leurs demandes incessantes refleurissait dans ce silence protecteur. Mais ce silence avait un prix. Sur les réseaux, Sophie intensifiait ses attaques. Elle postait des photos sombres, des messages victimaires. Quand ta propre sœur te tourne le dos, tu comprends que le sang ne suffit pas. Des inconnus s'indignaient, la traitaient de monstre. Isabelle observait, imperturbable, mais au fond d'elle, une question la rongeait. Jusqu'où irait-il pour briser ce silence? Car déjà, des bruits couraient. Des menaces à peine voilées circulaient. Certains murmuraient que son père envisageait des actions légales, d'autres que Sophie préparait un coup médiatique. Isabelle ne répondait pas, mais son instinct de chirurgienne, cette lucidité froide face au danger, la prévenait. Leur désespoir grandissait, et avec lui, leur capacité à frapper là où ça ferait le plus mal. Et dans son mutisme de fer, une inquiétude nouvelle germait. Le silence, si puissant soit-il, pouvait-il suffire à contenir une famille prête à tout pour se venger? 3 mois avaient passé depuis la nuit où Isabelle avait gelé les comptes et coupé tous les transferts. 3 mois de tempête, de menaces, de tentatives d'humiliation publique. 3 mois où son silence avait été son unique réponse. Et pourtant, au matin de ce nouveau jour, elle se réveilla avec une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis l'enfance. La légèreté. Sa famille, autrefois si bruyante, s'était réduite à des murmures. Les appels avaient ralenti. Les messages s'étaient espacés, comme si même leur désespoir s'était épuisé. Ses parents vivaient désormais dans un petit appartement, contraints de vendre meubles et bijoux pour couvrir leurs dettes. Charles n'avait plus de club ou frimé, Carole n'organisait plus de soirées. Les rois étaient devenus des anonymes, noyés dans la foule. Sophie, de son côté, continuait à travailler dans sa boutique, mais ses attaques sur les réseaux sociaux perdaient en intensité. Ses publications, autrefois virales, n'intéressaient plus personne. La pitié s'était transformée en indifférence. Isabelle observait cette déchéance avec un mélange d'émotions. Elle ne se réjouissait pas, mais elle ne souffrait plus non plus. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un rééquilibrage, une justice tardive.
Elle avait enfin cessé de nourrir des illusions. Sa famille n'avait jamais voulu son bonheur, seulement sa contribution. En cessant de payer, elle avait cessé d'exister pour eux. Et paradoxalement, c'est ce qui l'avait libérée. Dans son propre quotidien, une transformation avait eu lieu. Son argent, qu'elle jetait autrefois dans un gouffre sans fond, servait désormais à bâtir sa vie. Elle acheta un appartement lumineux, décoré à son goût, sans compromis. Elle investit dans des projets de recherche médicale qui la passionnaient. Elle prit même des vacances, les premières depuis des années, seule face à la mer, sans avoir à rendre de compte. Ses collègues remarquèrent le changement. Isabelle, autrefois épuisée, semblait rayonner. Elle acceptait moins de charges supplémentaires, prenait le temps d'enseigner aux plus jeunes, riait parfois en salle de pause. Certains disaient qu'elle était méconnaissable. En réalité, elle se découvrait simplement elle-même, sans chaînes invisibles. Mais la vraie renaissance ne se trouvait pas dans les biens matériels ni dans la reconnaissance professionnelle. Elle se trouvait dans cette certitude nouvelle. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Elle n'était pas la fille ratée, ni la sœur jalouse, ni la banque familiale. Elle était Isabelle, chirurgienne, femme libre, être humain complet. Un soir, elle reçut un dernier message de sa mère. « Nous avons tout perdu. Es-tu heureuse maintenant ?» Isabelle le lut, le cœur étrangement calme. Elle ne répondit pas, non pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce chapitre de sa vie était clos. Elle sortit sur son balcon, observa la ville qui s'illuminait peu à peu et inspira profondément. Le silence, autrefois douleur, était devenu paix. Elle avait appris la leçon la plus brutale et la plus libératrice. On ne gagne rien à acheter l'amour de ceux qui ne savent pas aimer. Et pour la première fois, elle comprit que sa vie commençait vraiment maintenant. Sans chaîne, sans fardeau, Van Spectre libre.